Bonjour tout le monde, ravi de vous avoir aujourd'hui, ravi de commencer ce webinaire tous ensemble. Premier webinaire d'une longue série, j'espère. On en aura un second, un deuxième le 9 juillet et puis d'autres à la rentrée. En tout cas, merci beaucoup d'être connectés. Merci à toi, Marine, d'être avec nous aujourd'hui. Ravie, merci Jules de m'avoir fait signe. Avec grand plaisir, Marine, qui est senior PM chez Malte, intervenante chez Noé depuis un petit moment maintenant et qui est aussi alumni Noé, promo 6, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Trop bien. Et bah, trop content de faire ce premier webinaire avec toi. Content que vous soyez nombreux à être inscrits à ce webinaire et à participer. Vous êtes déjà assez nombreux là dans les participants connectés. Si vous pouvez simplement nous dire si vous êtes bien connectés, que vous nous entendez, c'est parfait. On va essayer d'être assez sharp sur ce webinaire, 45 minutes. On sait que vous avez certainement pas mal de choses à faire, notamment celle de déjeuner. Et donc, on va être 45 minutes ensemble. On a en gros le programme 8 minutes d'intro, 20 minutes de présentation de Marine qui va nous expliquer un peu quels sont les nouveaux scopes DPM chez Malte. Et puis, on aura ensuite des questions-réponses, à peu près 15 minutes ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Normalement, vous avez un petit onglet questions. Et puis, on répondra à tout ça et au plus de questions possibles à la fin du webinaire. Si ça vous va, je pense qu'on peut commencer. Vous êtes déjà tous assez ponctuels. Vous êtes beaucoup à vous être connectés déjà. Et donc, pour faire une rapide introduction à notre webinaire d'aujourd'hui, donc il y a le nouveau scope DPM. Peut-être on va vous présenter du coup les 3 premiers changements et répondre à la question comment aujourd'hui le métier de PM, le marché et le recrutement product a changé avec l'IA. Pour commencer sur les changements du métier de PM, on peut être assez schématique ici. On a 3 changements qu'on va pouvoir identifier. Le premier, ça va être le changement un peu classique, pas uniquement propre au métier de PM, mais lié à beaucoup d'autres métiers. Comment est-ce qu'on va réussir à gagner en efficacité grâce à l'IA? Comment est-ce qu'on va déléguer, industrialiser nos tâches? Comment on va utiliser l'IA comme sparring partner pour être plus efficace dans nos réflexions? Globalement, ça va passer par des agents, des skills spécialisés dans notre métier. Ici, l'enjeu, ça va être de développer ça à l'échelle de soi, de l'individu, et puis potentiellement aussi réussir à centraliser les bonnes pratiques à l'échelle de l'équipe. Beaucoup de choses se cachent là-dessous, et donc on en parlera notamment beaucoup plus avec Marine aujourd'hui. Deuxième changement, ça va être comment le métier de PM, comment en tant que PM, on se rapproche de la tech. Aujourd'hui, grâce à des outils comme Claude Code, des coding engines, on va être capable d'être connecté à la code base et du coup de pouvoir lire, interroger cette code base, mieux comprendre comment fonctionne notre produit et pouvoir contribuer aussi en tant que PM à la code base. On va pouvoir du coup résoudre des bugs en tant que PM, on va pouvoir faire des améliorations, faire des ajouts de fonctionnalités, faire des PR directement en tant que PM, et puis on va aussi être capable de construire des prototypes encore plus fonctionnels, pouvoir réfléchir avec notre agent à notre prototype, à notre fonctionnalité, et aussi du coup avoir une meilleure compréhension technique de comment va fonctionner notre fonctionnalité qui va faire gagner pas mal de temps à nos développeurs. Des enjeux ici se cachent évidemment, comment est-ce qu'on ne va pas casser le code en tant que product manager, et puis comment on ne va pas surcharger du coup les développeurs en poussant beaucoup de nouvelles fonctionnalités à review. Troisième impact, on est quand même au cœur de la machine quand on est PM parce qu'on va être responsable du développement des fonctionnalités IA dans notre produit. On a vu beaucoup popper, peut-être un peu trop justement, sur différents produits. Mais donc, ça va être notre rôle de prioriser les fonctionnalités IA, de les construire, de comprendre quels problèmes est-ce qu'elles peuvent résoudre. Et donc, comparé à des fonctionnalités un peu plus classiques, les fonctionnalités IA vont avoir des spécificités dans leur conception et puis dans la manière dont on va les shipper et puis même les évaluer sur le long terme. Il va falloir constamment prendre en compte cet aspect non déterministe de notre LLM et ça va avoir des impacts sur notre UX, notre product design, sur la manière aussi d'évaluer en continu, de faire des tests d'observabilité en continu de nos fonctionnalités pour s'assurer globalement qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi à nos utilisateurs. Nous, plutôt les LLM, ne sont pas en train de raconter n'importe quoi à nos utilisateurs. Voilà les 3 grands changements. On en parlera beaucoup plus avec Marine et puis dans d'autres webinaires aussi à venir sur le métier de PM.
Passons maintenant aux changements liés au marché du produit. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur un marché qui augmente, en termes de recrutement. On a plus de recrutement de PM. Et ça vient de deux effets conjugués de l'IA. Premier effet, c'est que il y a quand même de nouvelles opportunités, soit des nouvelles startups, des nouvelles entreprises qui se créent en IA, soit des nouveaux produits sur lesquels il va falloir travailler, et donc aussi des opportunités de croissance pour des startups liées à ces nouveaux produits. Donc, en soi, ça permet simplement d'augmenter le volume d'offres qui existent. Deuxième effet qui est assez nouveau, hein, qu'on constate qu'on a constaté assez récemment, ça va être que les PM sont les nouveaux goulots d'étranglement. Les développeurs sont beaucoup plus véloces avec les nouveaux outils, les nouveaux coding agents qu'ils vont utiliser. Et globalement, les t-shirt sizing qu'on pouvait avoir, les points de complexité un peu classiques qu'on pouvait avoir pour une fonctionnalités de base vont complètement évoluer et globalement, les développeurs sont plus efficaces. La pression, elle se déplace du coup des développeurs qui étaient généralement avant les goulots d'étranglement vers les PM. Si on a des PM parmi nous, certainement vous ressentez un peu cette pression aujourd'hui. Alors en plus de celle de, il y a tout un tas d'outils qu'il faut prendre en main, il y a aussi cette pression de, il faut faire plus de discovery, être plus efficace et tout le temps apporter de la matière aux développeurs. Cet effet, il a comme conséquence de soit forcer un peu les PM d'être encore plus efficaces et de plus travailler, soit côté plus RH, se demander comment est-ce qu'on veut, est-ce qu'on doit recruter d'autres PM dans la boîte pour répondre du coup à cette augmentation de productivité de nos développeurs. Et du coup, la conséquence, on est sur un marché qui repart. On n'est pas encore au niveau de 2020, 2021, 2022, mais c'est très positif pour le moment, et donc on espère que ça continuera dans les mois et les années à venir. Troisième changement, du coup, ça va être sur le recrutement. Le recrutement en tant que tel a changé. Aujourd'hui, c'est clairement attendu dans un process de recrutement PM de maîtriser l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce cas, vous l'aurez compris, pas mal de choses là-dessous, mais les PM doivent être plus builders et plus techniques. On doit avoir une curiosité en tant que product manager. Concrètement, ça veut dire quoi? On doit être capable de construire des petites fonctionnalités ou d'avoir déjà construit des fonctionnalités avec l'autre code. On doit aussi avoir une meilleure compréhension technique, donc potentiellement comprendre l'architecture technique d'une fonctionnalité, chose qu'on n'avait pas tellement à faire avant en tant que product manager. Donc, anticiper ce que va être l'architecture technique d'une fonctionnalité pour pouvoir pré-mâcher le travail à nos développeurs. Et c'est des choses d'ailleurs qui vont être testées en entretien. On fera un webinaire d'ailleurs à ce sujet-là, mais clairement, aujourd'hui, c'est des questions qui vont être posées en entretien. Pour pouvoir du coup un peu se défendre et prouver qu'on est monté en compétence là-dessus, avoir ce qu'on appelle une stack IA, c'est-à-dire un OS, des skills. Leur skill, c'est le jargon Claude, mais globalement des agents ou des compétences spécialisées qu'on a pu développer, un repo GitHub, un portfolio de produits qu'on a pu construire, ça va être des éléments hyper intéressants. On aura là aussi un webinaire, par exemple, pour le portfolio avec Guillaume, qui sera un autre webinaire d'ailleurs le 9 juillet, mais qui, lui, a travaillé sur des fonctionnalités qu'il a pu construire, mettre sur l'App Store directement, alors qu'il est PM de base. Et dernier enjeu, c'est comprendre comment est-ce qu'on va comprendre les nouvelles organisations de produits liées justement à tout ça, notamment gros impact, vous l'aurez compris, sur l'aspect tech. Les PM, les développeurs se rapprochent énormément et donc ça a des impacts sur notre organisation. Et donc avoir cette compréhension-là va faciliter le recrutement. Concrètement, vous l'aurez compris, c'est un impact essentiel aujourd'hui et c'est un critère essentiel au moment du recrutement et en entretien. Ce qui est du coup un avantage pour nos amis en reconversion qu'on voit beaucoup du coup chez Noé. Gros avantage de monter en compétence sur l'IA, d'être très fort là-dessus et du coup de se démarquer, c'est un avantage compétitif. Et du coup, un petit signal d'alerte, attention, si jamais vous êtes PM ou PO et que vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier, que vous n'êtes pas encore monté en compétence sur l'IA, et que vous êtes en mode à rechercher une nouvelle boîte, un nouveau job, ça peut être un frein du coup pour votre employabilité. Dernier point, avant de passer la parole à Marine, du coup, vous présentez nos 3 formations. Aujourd'hui, on vous a mis des petits QR codes pour pouvoir prendre un créneau si jamais vous voulez échanger à ce sujet-là. Rien d'engageant, c'est simplement pour qu'on puisse vous parler des formations et vous expliquer si jamais vous avez des questions ou que vous voulez vous inscrire. On a du coup 3 formations aujourd'hui côté product. On a notre formation
j'allais dire historique, mais qui est notre bootcamp de 4 semaines. Et ça, qui va être destiné soit aux personnes en reconversion, évidemment, soit aux PM, aux PO ou autres personnes product qui cherchent à booster leur employabilité. Et donc là, le bootcamp va être clairement axé là-dessus. 4 semaines, on va couvrir tout le spectre du métier de product et dans lequel on a évidemment intégré très largement l'IA. Et donc, on va se concentrer sur deux choses. On va se concentrer sur l'efficacité et l'aspect tech, qui sont aujourd'hui les deux points principaux qu'il faut maîtriser de base quand on veut se lancer ou se lancer dans le produit. On ne va pas du coup se concentrer sur la partie développer des fonctionnalités IA, qui est aujourd'hui plus une spécialisation pour les product managers. Nos deux autres formations, elles, sont destinées aux gens qui font déjà du produit, donc des formations plus courtes, une de 3 jours, une de 2 jours. F4PM, ça va être pour les personnes qui font déjà du produit et qui veulent découvrir l'usage de l'IA, qui n'ont pas forcément justement mis encore pas encore exploré tous les outils et comment est-ce qu'on peut s'en servir, et puis aussi qui veulent construire des fonctionnalités IA dans leur boîte actuelle ou dans des boîtes futures. Et ensuite, notre dernière formation qui est Claude Code pour PM, donc sur toute la partie tech que je vous ai présentée juste avant et comment on se rapproche de la tech en tant que PM. Ces formations, elles ont lieu du coup en septembre, les prochaines. Donc le bootcamp, il sera du 31 août au 25 septembre. AI for PM, ce sera du 9 au 11 septembre. Et Claude Code, qui sera du coup la première formation de Claude Code, qui sera le 17 et 18 septembre. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner les QR codes, on vous les remettra à la fin si jamais vous n'avez pas le temps de les scanner maintenant, mais si vous êtes intéressé, prenez contact directement avec nous. Et je vais passer maintenant la parole à Marine. Encore une fois, merci beaucoup Marine d'être avec nous aujourd'hui, et puis on t'écoute pour nous présenter comment Malte fonctionne aujourd'hui avec l'IA. Merci beaucoup, Jules. Merci pour cette intro. Bonjour à tous. Donc, Marine Bourdel, je suis senior PM chez Malte, que j'ai rejoint il y a 4 ans. Malte, c'est une marketplace qui permet à des freelances de trouver des missions et à des entreprises, du coup, de trouver des freelances. Ça fait 7 ans que je fais du produit et donc je suis aussi prof chez Noé depuis 3 ans. Et donc, aujourd'hui, on va discuter de comment l'IA change le métier de PM. Et donc, l'idée, ça va être de vous partager ce que moi, j'ai vu changer dans mon expérience au cours des dernières années et encore plus ces derniers mois. Donc, je vous propose de regarder en 3 temps, déjà ce que l'IA rend obsolète, ce que l'IA libère et ensuite ce qui reste avec l'IA. Donc, tout d'abord, ce que l'IA rend obsolète. Donc voilà quelques exemples, de choses de mon quotidien de PM qui ont complètement disparu, ces derniers temps. Donc avant, je faisais une discovery hyper manuelle, super fastidieuse, comme par exemple, analyser 500 lignes d'un G-sheet de réponse à un formulaire utilisateur, catégoriser des retours ou passer du temps à trouver le bon call client à shadower. Ça me prenait un temps monstre et je vais vous montrer après comment tout ça, ça a été accéléré. Un autre point, c'est la dépendance à la data. En tant que PM, tous les jours, on se pose plein de questions, on a besoin de prendre plein de décisions et très souvent, pour prendre des bonnes décisions, on a besoin d'avoir la data. Et donc, au début, on peut être dépendant d'un data analyst, puis au fil du temps, commencer à faire un peu de SQL, accélérer, mais ça prend du temps, c'est une compétence en plus. Et du coup, tout ça, en fait, ça disparaît avec l'IA. En tout cas, c'est largement accéléré, on va le voir après. Au niveau du fonctionnement du produit, souvent, quand on est PM, on a besoin parfois de creuser très précisément le fonctionnement d'un détail d'une fonctionnalité. Donc soit avant, on se reposait sur une documentation, mais qui n'était pas toujours updatée ou pas forcément complète par rapport aux questions qu'on pouvait se poser à ce moment-là. Ou alors, du coup, on se retrouvait à tester pendant des heures pour comprendre comment ça fonctionnait, au risque de passer, par exemple, à côté de edge case. Ou alors, on finissait par demander à son lead dev de regarder dans le code pour avoir du coup la réponse à notre question, mais ce qui avait l'inconvénient du coup de défocuser le lead dev et d'être super chronophage aussi. Pareil, tout ça, c'est fini. Et enfin, un dernier point que je voulais partager avec vous sur évidemment la gestion de la delivery. Avant, on va dire à l'ancienne, on partait de zéro pour rédiger des documents, donc des specs, des PRD, et cetera, des tickets Jira, des scénarios de QA. Maintenant, tout ça, pareil, c'est fini. Donc, je suis personnellement ravie de ces évolutions. Et donc la question, c'est comment l'IA a transformé en chacun de ces peignes que je viens de vous partager de mon métier de PM. Donc passons maintenant à ce que l'IA libère. Donc voilà quelques exemples de capacités concrètes que l'IA a libérées, en tout cas dans mon quotidien, et que je voulais vous partager. Déjà, elle me permet de dénicher les bons problèmes. Elle a facilité mon accès à la data, l'accès aussi à la code base. Elle permet aussi de tester et d'aligner avec le vibe coding.
d'accélérer la delivery et elle ouvre le champ des possibles avec la partie, builder, qui s'ouvre pour les PM et qui est passionnante. Donc sur la première capacité que l'IA a libérée, donc dénicher les bons problèmes, j'ai observé vraiment un changement de posture. Avant, je passais mon temps à chercher les problèmes et notamment les bons problèmes. Maintenant, je continue à chercher ces problèmes, mais différemment. Déjà, je vais plus vite. Donc, on a les transcripts des calls, les résumés de ce qui a été appris. L'IA peut aider à rédiger des guides d'entretien, peut les challenger, etc. Mais ce qui a surtout changé, c'est qu'on va plutôt commencer par questionner une IA qui a accès à plein de problèmes en lui posant des questions. Donc il y a un peu une analogie qu'on peut faire avec, un rédac chef. On peut dire qu'avant, le PM était un peu comme un journaliste qui trouvait ses sources, qui faisait ses interviews, qui écrivait ses articles. Alors que maintenant, le PM est passé en quelque sorte rédac chef, où en fait, il va avoir des dépêches qui arrivent en continu et c'est lui qui va décider où est-ce qu'il veut lancer une enquête, qu'est-ce qui va aller à la une et qu'est-ce qui va finir du coup, à la corbeille. Et donc la conséquence de tout ça, pour ceux qui connaissent le framework, de product management très classique du double diamant, le diamant problème, il va diverger puis converger et dans la phase où il diverge, en fait, grâce à l'IA, on va pouvoir diverger beaucoup plus fort, ratisser beaucoup plus large grâce à l'IA et du coup, ça fait qu'on a plus de chances de tomber sur les bons problèmes, les vrais problèmes et pas ceux qu'avant on avait juste le temps de découvrir. Ça, c'est un changement, assez énorme. Pour vous donner peut-être un exemple de mon quotidien chez Malte, on est passé sur de la discovery, continue sans effort. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le vendredi, sur Slack, on a un message, qui est posté automatiquement, chaque semaine qui va récapituler tous les verbatims clients pertinents pour mon scope de PM. Et donc je ne vais plus avoir besoin de passer des heures à essayer de comprendre ce que les clients pensent sur tel point spécifique ou quel est leur pain principal par rapport à telle, fonctionnalité. Là, en fait, tous les vendredis, j'ai un lien, je vais cliquer dessus et je peux retrouver exactement le passage en question qui mérite mon attention pour décider si oui ou non je veux creuser. Donc en fait, ça me donne, un peu le fil de pelote à tirer pour remonter ensuite si jamais je veux creuser ce problème. Et en fait, ça concentre vraiment la valeur que m'apporte du coup la discovery en continu, en réduisant du coup beaucoup l'effort et le temps passé, dessus. Donc une autre capacité que l'IA a libérée, c'est l'accès facilité à la data. Donc je suis beaucoup plus autonome pour aller chercher mes propres insights à la data. Je peux poser mes questions aux bons outils, Amplitude, Looker et cetera et du coup, on a aussi moins d'angles morts. Avant, c'était tellement painful parfois d'avoir une réponse à une question précise avec une requête SQL super compliquée, que parfois, personnellement, ça pouvait m'arriver de parfois aller un peu vite ou laisser tomber. Hem, Là, grâce à l'IA, c'est beaucoup, beaucoup plus simple et donc on peut beaucoup plus vite avoir les éléments qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. Donc, je vous ai mis quelques exemples, de mon quotidien chez Malte. On a 2 agents qui tournent sur Slack, qui sont hyper pratiques et qu'on peut pinguer directement dans Slack. Ça peut être pour poser une question toute simple, par exemple, combien de freelances ont modifié le contenu de leur devis au cours des 12 derniers mois? Et là, directement dans Slack, je vais avoir ma réponse. Ou alors, et c'est l'exemple que je vous ai mis sur la slide, l'autre jour, je me demandais, pour un client donné, quel était le pourcentage de freelances qui ont fait des projets à la tâche versus au temps passé, quelle était la répartition en fait. Et là, directement, l'agent me répond avec un lien Looker sur lequel je peux cliquer pour avoir le camembert avec la répartition. Et encore une fois, ça va être ici l'occasion pour moi de creuser plus si j'ai besoin ou juste d'avoir ma réponse, prendre ma décision et avancer. Et il y a encore un autre agent qu'on utilise, qui peut être très utile pour creuser certains points en user research. Par exemple, je lui ai demandé, j'avais besoin de comprendre exactement comment les freelances remplissent leur devis, mais très précisément, quel contenu ils mettent, quels sont les mots qu'ils choisissent, comment ils tournent leurs phrases. Et donc là, j'avais besoin un peu d'un batch de données, ce que les freelances mettent dans leur devis. Donc là, avant, j'aurais fait une requête SQL, que j'aurais écrite moi-même. Là, j'ai simplement demandé à l'agent de m'écrire la requête me permettant de le faire. Donc je lui ai concrètement tapé sur Slack, donne-moi les 100 derniers ou 1000 derniers, devis, faits par des freelances pour que je puisse ensuite regarder. Et donc après, j'ai directement la query, SQL qui fonctionne avec les bonnes tables spécifiques à mon entreprise que je copie-colle dans BigQuery et après hop, j'ai ma data. Donc ça, c'est vraiment assez bluffant et on gagne en efficacité, c'est assez impressionnant et donc encore une fois, le but, c'est que ça permet de répondre à des questions du quotidien, et donc de prendre de meilleures décisions. Un autre point qui a été, hyper important, c'est l'accès à la code base.
Donc avant, je vous partageais que c'était compliqué, qu'il fallait que je teste le produit, que je trouve de la doc qui était pas à jour, pas complète, que je passe des heures, à questionner mon lead dev, qui se défocusait. Maintenant, on a accès, à la code base directement, et donc ça permet du coup, de faire plein de choses en fait. De remonter tous les cas possibles, de passer à côté d'aucun, vu qu'on se base sur le code. Aussi, il y a un autre use case qui peut être super intéressant pour vous, c'est de permettre de faire des flows en fait de comment fonctionne le produit, ce qui peut être très utile, pour les designers qui doivent commencer à bosser sur une fonctionnalité ou pour des stakeholders qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et aussi l'accès à la code base en fait permet de répondre à plein de questions des stakeholders qui peuvent arriver, au quotidien. Donc voilà un exemple de la vie réelle. Donc chez Malte, on utilise Cursor. Donc je vous ai mis même 2 exemples ici. Donc à gauche, j'ai une question qui était: «Si jamais il y a un projet qui est annulé sur Malte, est-ce que les notes de frais qui sont associées à ce projet sont aussi annulées?» Avant, j'aurais dû créer un projet, le faire avancer au bon état, créer une note de frais et cetera, annuler le projet, vous retourner sur la note de frais, ça m'aurait pris super longtemps. Là, en fait, hyper simple, j'attends 2 minutes, je fais autre chose pendant ce temps. Je reviens, je suis pingée dès que c'est fini, j'ai la réponse: «Non, annuler un projet sur Malte n'annule pas automatiquement, les notes de frais qui sont associées», et dessous, j'ai tout le détail plus technique si j'ai besoin. Donc j'ai à la fois une réponse concise et de quoi creuser plus si besoin. À droite, je vous ai mis un exemple, plus, pour, j'ai une nouvelle designer là qui est arrivée il y a 2 semaines, et donc pour l'onboarder sur le produit, le scope qui est un peu complexe, j'ai demandé à Cursor tout simplement de créer un diagramme du flow produit depuis la création d'un devis sur Malte jusqu'à la fin du projet, et donc Cursor a été regarder le code et à partir de là, a créé un énorme diagramme qui, facilite du coup, l'onboarding de ma designer. Donc ça, vraiment, ça enfin, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Il y a vraiment eu un avant, un après, je pense que je pourrais difficilement, m'en passer, et ce qui est aussi sympa, c'est qu'à terme, ça va continuer à évoluer et je pense qu'à terme, on arrivera au stade où on fera de la documentation produit automatiquement, sans effort, basée sur la code base, plutôt que PM devoir, à la fin d'une fonctionnalité, rédiger nous-mêmes cette documentation, et donc ce sera en plus, toujours à jour. Et un autre use case que permet, le fait de faciliter l'accès à la code base, c'est du coup de coder et de builder. Donc permettre, à la fois aux designers et aux PM de fixer des petits problèmes de UI par exemple, ou de même construire carrément, des features. Donc j'en parle pas plus, Jules t'en parlait rapidement tout à l'heure. Vous aurez, un webinaire, la semaine prochaine, avec Guillaume, le 9 juillet, qui parlera de, son expérience chez Alan à ce sujet. Une autre capacité que l'IA a libérée, dans mon quotidien, c'est le fait de pouvoir tester et aligner avec le vibe coding. Donc le vibe coding, on en parle beaucoup comme un outil de delivery pour construire des features et cetera. Moi, je l'utilise aussi, comme outil de discovery. Par exemple, ça me permet notamment, quand je dois faire une vision, bah, faire juste un proto hyper rapide pour, aligner les personnes, ancrer l'image. C'est vraiment un outil de communication, et ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de feedback, pour, itérer aussi beaucoup plus rapidement, et un feedback beaucoup plus riche et rapide puisque c'est très, très, visuel et moins rébarbatif, on va dire, qu'un document, par exemple de vision, à lire. Et donc pour vous donner un exemple concret, chez Malte, on réfléchit à, permettre de, donner la possibilité à nos clients, de visualiser leurs différents budgets et la consommation de leurs différents budgets. Et donc on se posait la question de comment ça pourrait se matérialiser dans le produit, et donc là, en 10 minutes là j'ai utilisé Google AI Studio. J'ai juste en quelques prompts, fait du coup cette page, qui permet de suivre ces différents budgets, et qui du coup a permis d'ancrer vraiment dans la tête des différents stakeholders, ce vers quoi on voulait aller, et aussi de lancer quelques discussions, au sujet de cette feature. Je sais que côté design, on utilise aussi beaucoup Figma Make, c'est plus pour les designers, en tout cas chez Malte. Voilà, donc l'idée ici, c'est vraiment juste d'aligner sur ce qu'on a en tête, pas forcément de faire quelque chose de parfait à ce stade. Mais en tout cas, ça a été, assez, utile dans mon quotidien de PM comme vraiment aide à l'illustration, on va dire. Partie super intéressante, accélérer la delivery. Moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est la discovery, donc accélérer la delivery, ça me rend encore plus heureuse, d'être PM. Donc classiquement, maintenant, on peut créer des tickets Jira à partir de Claude Code, Cursor ou tout autre outil avec des MCP. Donc voilà comment je crée mes tickets maintenant. Je vous ai mis un exemple très simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir le PM. On est une dizaine de PM chez Malte. Le PM qui est le roi de la delivery, qui fait des tickets absolument parfaits.
Et donc, je lui ai demandé, de me montrer, de me partager des exemples de tickets, et à partir de là, j'ai créé une skill, qui du coup, reprend un peu son expertise de PM pour créer des tickets aussi bons, que les siens, en lui donnant, tout l'historique un peu des tickets que lui avait pu faire. Et donc maintenant, quand je veux créer un ticket, donc là, je vous ai mis un ticket simple, j'ai simplement tapé: «Créer un ticket» dans l'EPIC qui s'appelle Quick Win H2, et qui permet d'ajouter dans le produit le montant d'un bon de commande, pas seulement son numéro, et voilà. Et vous pouvez voir à droite le ticket qui a été effectivement créé sans que j'ai besoin d'aller dans Jira. Il a directement été créé dans Jira à ma place, avec la bonne user story, les bons critères d'acceptance, et je n'ai plus qu'à du coup, ajuster à la marge si besoin, et éventuellement rajouter un lien Figma, pour ensuite avoir mon ticket, directement parfait. Et personnellement, ça me permet aussi de créer des meilleurs tickets, puisque je me base sur l'expertise de ce PM, qui a toutes les bonnes pratiques et que j'ai du coup converti en skill. Sur la partie, accélérer la delivery, en plus des tickets Jira, il y a aussi tout le pan sur la QA, donc tous les tests qu'on peut faire pour vérifier qu'une fonctionnalité qu'on vient de développer fonctionne correctement par rapport à ce qu'on veut. Hem, Là, on utilise l'IA de 2 façons. La première façon, c'est pour créer des scénarios de test. Donc on demande à Cursor en fait à la base, à partir de tout le contexte qu'il peut avoir sur la fonctionnalité, d'imaginer tous les cas qu'on doit pouvoir tester pour vérifier que tout fonctionne, correctement. Et une autre piste qu'on est en train de creuser en ce moment, c'est carrément d'automatiser, l'après QA, donc de vérifier en fait sans qu'un humain ait besoin de le faire, que la feature se comporte exactement comme ce qu'on a prévu. Sur, une autre possibilité qui a été débloquée par l'IA, c'est de devenir builder en tant que PM. Ce qu'on observe chez Malte, c'est que le PM a maintenant quelque part 2 roadmaps. Sa roadmap classique, la roadmap engineering avec ses features, et aussi une roadmap builder. Donc chez Malte, c'est principalement dans ma squad, comment aider les équipes en interne à avoir des process qui scale, grâce à des outils de no-code. Et donc on a des hackathons, tous les mois de 1 ou 2 jours pour avancer sur cette roadmap builder en parallèle du coup de la roadmap engineering. Voilà, c'est assez sympa, au passage. J'en parle pas beaucoup plus comme encore une fois vous avez un webinaire dédié la semaine prochaine à ce sujet. Donc moi, ce que j'observe, c'est que, je pense qu'il y a un vrai shift en ce moment qui est en train de se passer. Les PM qui progressent le plus, c'est ceux qui savent le mieux déléguer, à ces différents agents, outils, ce qui est délégable pour concentrer leur temps sur ce qui demande du jugement humain et qui fait du coup la valeur et l'intérêt du métier de PM. Et je pense que finalement le futur du métier de PM, c'est d'être des super IC, enfin donc individual contributors. Hem Et on voit de plus en plus que d'ailleurs, il y a des managers qui repassent IC, parce que, c'est devenu super intéressant et que c'est quelque chose qui, enfin, une trajectoire qui se dessine de plus en plus, pour les PM aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui reste maintenant, avec l'IA? Ce qu'on observe avec l'IA, et c'est ce que tu disais Jules dans l'introduction, c'est que les solutions, elles sont de plus en plus faciles. Donc la tentation en fait de jumper sur la solution, elle est juste énormissime. Et c'est là que la valeur de rester obsédé par le problème, reste. Finalement, quand, builder coûte pas cher, avoir un proto en 15 minutes, c'est très facile, mais on peut ne jamais avoir fait l'étape de vérifier si le problème existe vraiment et d'avoir fait l'effort de vraiment le creuser. Donc je pense que le meilleur PM, c'est pas celui qui va shipper le plus vite, c'est plutôt celui qui va réussir à mieux résister à cette tentation, de la solution. Et petite parenthèse sur Malte qui est, je trouve, assez significatif, c'est qu'on nous demande, nous, PM de Malte, d'aller en quelque sorte évangéliser au sein de Malte pour expliquer, à toutes les personnes qui construisent des agents, que ce soit les sales, les ops, la finance, quelle est la bonne méthode, quelle est la méthode au produit pour être obsédé par le problème, pour bien comprendre le problème racine, pour ensuite créer des agents qui sont du coup pertinents. Ensuite, il y a 3 choses, je pense que l'IA ne fait toujours pas. D'abord, c'est d'avoir du goût. L'IA n'a pas de goût, le jugement, ça fait pas encore partie, de ses compétences, en tout cas pour le moment. Le contexte humain aussi, l'IA n'a pas forcément tout le contexte. Les conversations de couloir, quand un utilisateur dit, «oui» alors qu'en fait il veut dire «non», tout ça, ça reste encore aujourd'hui, en tout cas pour le moment, l'expertise du PM. Et au niveau de la responsabilité, l'IA, elle doit toujours suggérer et le PM, doit être celui qui décide et qui assume. Et donc c'est parfois une tentation de trop se reposer sur l'IA, et je pense qu'il faut qu'on soit super fort en tant que PM de toujours garder, les commandes, par rapport à l'IA. Hem, donc finalement, comment l'IA a changé le métier de PM?
Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette loi d'Amara, c'est un scientifique qui est futuriste, qui est décédé dans les années 90 à peu près, qui bossait au Stanford Research Institute et qui disait qu'on avait tendance à surestimer l'impact, à court terme d'une technologie, mais sous-estimer l'impact à long terme. Je pense que là, on est encore en plein dans la phase de surestimation avec beaucoup de bruit, d'incertitude, de FOMO. On ne sait pas encore vraiment ce qui se dessine à long terme. Moi, en tout cas, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'IA va remplacer les PM? Je pense vraiment pas. Je pense que la question, c'est plutôt quels sont les super pouvoirs que l'IA donne aux PM? Et je pense que les meilleures équipes, celles qui auront de l'avance, c'est celles qui ont découvert, creusé, dompté ces super pouvoirs que l'IA leur donne et qui les ont aussi adaptés au contexte de leur boîte et de leurs utilisateurs. Donc que vous soyez, déjà PM ou bientôt PM, voilà, à vous de jouer, à vous de déployer vos super pouvoirs. Merci beaucoup, Marine. On va passer au Q&A. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. En plus, vous pouvez voter sur les questions qui vous intéressent, etc. Donc, n'hésitez pas à voter aussi. J'en ai noté déjà quelques-unes, pas mal de questions sur tout ce que tu as pu nous présenter, Marine. Et peut-être la première, un peu plus généraliste, mais qui a mis tout ça en place chez Malte? Et puis, quelle est un peu la gouvernance? C'est-à-dire, est-ce que tu as accès à toutes les données? Est-ce que les agents ont accès à toutes les données? Est-ce que vous avez accès à toute la code base? Peut-être quels sont les risques? Je pense un peu aussi la question sous-jacente à cette question. Ouais, qui a mis ça en place chez Malte? Du coup, ce qu'on a, on a un système d'AI, champion chez Malte. Donc dans chaque équipe, on a identifié, du coup des personnes qui sont relais pour quelque part évangéliser le reste de l'équipe sur l'IA. Donc on est une PM et une designer, AI champion chez Malte et après, c'est principalement, une designer qui est lead design, qui a bossé sur les sujets de accélérer le design to code. De mon côté, je gère plus la partie PM pour créer des AI challenges pour les PM. Par exemple, en ce moment, on a des binômes de PM qui bossent, l'un sur comment accélérer la QA, l'autre sur comment faire des slides en un clic en suivant un template précis. Donc disons que on a un setup qui est fait par les AI champions et ensuite chaque personne dans l'équipe produit contribue pour faire avancer toute l'équipe et ensuite on met en commun pour avancer plus vite quelque part en parallélisant l'accélération sur différents sujets en même temps. Et après sur les données, donc redis-moi la question sur l'accès à la code base, Jules? En fait, à quel point est-ce que vous donnez accès aux données critiques et à la code base à ces agents? Je Ouais. pense que c'est ça la question de Caroline. Ouais, alors là, il faudrait une personne de la sécu pour répondre, mais évidemment, on fait très attention aux données qui sont partagées, aux contraintes RGPD et cetera. Je sais que, par exemple, quand on a pu tester, des outils pour lesquels on n'avait pas encore signé de contrat, garantissant la confidentialité des outils, bah, en fait, on ne peut pas poser des questions, autres que très, 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 très génériques et absolument pas, partager des données clients. Donc en fait, on a des contrats pro pour, garantir cette sécurité des données, de nos clients et freelance. Et voilà, une équipe sécurité interne qui veille à ce que tout soit carré. OK. OK. On a ensuite des questions un peu plus liées à ta première partie, donc sur la partie discovery, où je pense qu'il y a effectivement pas mal d'enjeux ici à être plus efficace et à récolter encore plus de données. Deux questions ici qu'on a eues. Quelles sont en fait les sources? Est-ce que c'est des interviews d'utilisateurs, d'autres squads? Voilà, qu'est-ce que vous allez prendre? Et je pense que l'autre question aussi qu'il y avait, c'est techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Ouais. Au niveau des sources, on a déjà, sur Notion énormément de choses. Tous les transcripts d'interviews qui ont pu avoir lieu, tous les comptes rendus, de user research précédentes, et aussi un truc très puissant qu'on utilise, c'est Mojo, qui va pouvoir permettre d'enregistrer avec l'accord évidemment, des clients et des freelances, les appels et les calls qui peuvent être faits. Et donc c'est de ça dont on va partir en fait pour, récupérer beaucoup de verbatim et ce qui est intéressant dans ces calls Mojo, c'est que ça va être des calls sans l'intervention de quelqu'un du produit. Donc en fait, on va récupérer les insights, mais sans avoir le biais de quelqu'un qui pose une question. C'est le user qui naturellement, au téléphone, va dire: «Ah je comprends pas, ce truc, c'est pas fluide» et donc nous, on va récupérer ensuite, ces insights. Et donc comment ça fonctionne? Bah, avec des MCP. Concrètement, c'est comme ça qu'on connecte tout ensemble.
Ok. Et alors, je rebondis du coup sur la question de Bastien qui vient de nous poser, mais comment est-ce que tu noies pas du coup ton IA avec tous ces enregistrements, tout ce contexte-là, où du coup, effectivement, mis bout à bout, ça peut faire beaucoup, quoi. Ouais, complètement. Il y a vraiment un enjeu sur le contexte de pas en donner trop, ni trop peu, de trouver vraiment le bon niveau de contexte, aussi pour des questions de token, mais aussi de performance, des réponses. Ce qu'on fait sur la discovery continue, c'est qu'on pousse les infos toutes les semaines, ce qui permet d'avoir un contexte aussi qui est limité, le prompt est entraîné pour, répondre scope par scope. Donc ça permet de réduire aussi, les infos, initiales et ensuite, enfin voilà, je pense que c'est ça principalement, la réponse et ensuite on peut aussi, quand nous on pose une question, essayer de cibler très précisément dans quelle partie du produit on peut être pour pas que l'IA aille chercher un peu n'importe où, mais plutôt l'orienter sur, voilà, j'ai une question sur le paiement, sur, la recherche, sur voilà, pour essayer de réduire le plus possible le contexte à la partie du contexte qui est vraiment pertinente, pour notre question. Ok. Et à ce moment-là, tu vas poser une question de paiement et l'IA va voir sur les derniers entretiens qu'il y a pu avoir et les mentions du paiement, ou du coup, elle va voir dans tous les entretiens que vous Non, avez pu avoir. Elle voit plus ouais, largement, quoi. elle va pouvoir cibler, par exemple, dans Notion, on a aussi des systèmes de tags, donc plus on est précis, plus on va restreindre du coup, ce sur quoi elle va aller. Ok. Euh, pour rebondir du coup peut-être sur, tu parlais des tokens, est-ce que voilà, vous regardez, vous avez un œil aussi là-dessus? Pour le moment, c'est un peu freestyle, j'imagine que non, mais Ouais, on a des recommandations sur quel modèle utiliser. Après, on connaît tous, quelques petites astuces du style, plutôt que de reposer une question, éditer un prompt pour le corriger. Hem, voilà, ce genre de recommandations qu'on peut avoir. Après, on n'a pas de limite forte, chez Malte, c'est plutôt du bon sens et je vois par exemple l'autre jour, il y a une PM qui a partagé le coût, d'une demande qu'elle avait faite en disant: «Ah, j'ai trouvé comment diviser par, X, le coût de ce que je venais de faire». Donc voilà, c'est plus, chacun fait attention mais on n'a pas de grosses guidelines à part, quel modèle utiliser pour réduire, les tokens à ce stade-là. Je pense que ça arrivera, sûrement bientôt par contre. C'est possible. ouais, carrément. Bah, c'est sûr que c'est un sujet assez important qu'on couvre d'ailleurs pendant Noé et pendant les formations, parce que euh, certainement, ça peut être un risque à terme pour les boîtes de trop utiliser, en fait, d'exposer les prix Ouais, de complètement. fonctionnalités, soit de comment est-ce qu'on gagne en efficacité, quoi. Euh, euh, alors, du coup, on a une question un peu assez intéressante, mais je pense que tu as en partie répondu déjà à la fin. Est-ce qu'on a à faire trop de release et finalement être encore plus efficace côté développeur et du coup côté PM, etc., à pousser encore plus de fonctionnalités pour nos utilisateurs? Est-ce qu'on n'apporte pas trop de bruit à nos utilisateurs? Ouais, je pense que chez Malte, on n'est pas encore au stade où on a accéléré les releases. Hem, enfin, on n'a pas vraiment, pour l'instant, ce problème. Imaginons qu'on l'ait, je pense qu'après, il y a une question qui se fait au niveau du PMM sur, voilà, comment filtrer sur ce qui est vraiment important. Chez Malte, pour éviter justement de trop solliciter, nos clients et nos freelances, ce qu'on fait, c'est qu'on a différents tiers de features. Celles sur lesquelles on va faire une communication énorme, celles sur lesquelles on va faire plutôt une communication moyenne et celles sur lesquelles on fera carrément pas forcément de communication, à part en interne. Et c'est comme ça qu'on essaie de rationaliser un peu, l'intensité, on va dire, de communication qu'on veut mettre pour s'assurer qu'on n'est pas en train de surcharger du coup, nos utilisateurs. Ok. Et donc, on parle de la surcharge des utilisateurs. On en a parlé aussi un peu de la surcharge des développeurs, mais du coup, de ce que tu dis, peut-être chez Malte, ce n'est pas encore le cas. Ouais, pas encore, Ou ouais. que là, tu vois, ok, il n'y a pas encore de risque d'augmentation des reviews et euh, de- Ça arrive doucement. Enfin, j'entendais, dans l'intro, on disait que la delivery, accélère énormément. Moi, ce que j'observe, c'est que ça accélère pas si vite que ce qu'on entend, en tout cas sur LinkedIn ou autre, mais qu'en tout cas, c'est certainement une tendance et que c'est quelque chose qui va arriver, à terme, en tout cas, c'est certain. Ok. Ok. Euh, question sur, justement, est-ce que toi, tu utilises aussi l'IA, mais peut-être plus cette fois-ci comme sparring partner pour prioriser, construire les roadmaps? Ouais, est-ce que tu as un agent spécialisé là-dessus? Ouais, ça m'est arrivé de donner le lien vers ma roadmap, delivery que j'ai dans Jira en disant, «Qu'est-ce que tu en penses?» par rapport à tout le contexte que tu peux trouver dans les tickets Jira et les liens, qui sont mentionnés dedans. Après, je trouve que la priorisation, ça reste vraiment l'expertise du PM, donc je peux utiliser l'IA pour me challenger, mais ça reste vraiment moi qui vais construire, enfin qui vais faire les choix. Donc ouais, je trouve que ça c'est vraiment ce qui fait le cœur de la valeur du métier de PM et donc le PM doit vraiment rester honneur de cette partie-là, mais pourquoi pas, voilà, être challengé, par l'IA. Ok.
Question de Anton, qui du coup a fait la formation IAPM la semaine dernière, mais du coup, je pense que avec le recul qu'il a et les sujets qu'on a pu aborder, vous, je sais que vous avez introduit des fonctionnalités IA dans votre produit chez Malte. Est-ce que, voilà, peut-être que c'est pas des chiffres que tu veux partager, mais est-ce que voilà, ça a eu un impact positif? Est-ce que ça a eu côté business, côté utilisateur? Est-ce que c'est encore mitigé? Ouais, ça a carrément eu un impact positif. On a notamment introduit l'AI Search. Donc concrètement, c'est, comme vous seriez sur, n'importe quelle IA, à poser une question, bah, vous pouvez dire: «Je cherche un freelance, un développeur avec, de l'expérience pour, 6 mois à Paris» et hop, vous allez pouvoir avoir les différents profils, qui ressortent. Donc ça, c'est assez puissant, ouais et en termes d'utilisateurs, je pense que c'est un peu une fonctionnalité qui était aussi naturelle. Demain, tout le monde cherchera probablement n'importe quoi avec une IA plutôt qu'avec une recherche à l'ancienne, on va dire. Donc c'était important que dans notre produit aussi on suive et qu'on puisse mettre de l'IA au niveau de cette recherche. Et oui, oui, ça a progressivement remplacé du coup la recherche plus traditionnelle, on va dire. Ok. Ok. Euh, j'ai deux questions, alors trois questions d'Henri, mais on va peut-être prendre les deux premières déjà, qui sont assez liées. Je pense que je peux peut-être répondre à la première, où Henri nous demande si aujourd'hui, les PM, d'ici combien de temps est-ce que les équipes non-tech ou product auront la possibilité de passer en mode builder pour on va coder des protos à soumettre aux équipes produits et tech. Alors ça, du coup, Henri, c'est déjà fait, de ce que je Ouais. comprends chez Mac. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans des entreprises avec une bonne culture produit. Aujourd'hui, c'est un peu les entreprises un peu, voilà, avec les bonnes cultures produits. Donc, on va les voir dans les gros scale-up, mais notre vision, c'est que ça va se démocratiser dans beaucoup de boîtes et c'est des outils qui sont finalement hyper puissants, vont faire gagner beaucoup de temps. Donc, certainement que ça, de manière générale, dans les boîtes, ça va se propager très vite. Et c'est pour ça que c'est une des dimensions des changements du métier qu'il faut avoir en tête et sur lequel il faut monter en compétences. Et du coup, peut-être question un peu plus niche d'Henri, et certainement Henri, si ça t'intéresse, tous ces sujets-là, connecte-toi aussi au prochain webinaire le 9 juillet. Mais à quel point vous, votre agent a accès à votre design system, à votre code base pour construire les prototypes, ou est-ce que vous êtes un peu à manière de faire un screenshot, par exemple? Comment Ouais, est-ce que ça on est justement en train de travailler là-dessus, sur, comment connecter notre, design system, avec du coup les outils qu'on utilise pour prototyper. Donc c'est un sujet qui est pris côté design. Moi de mon côté, en attendant, ce que je fais, c'est que je fais à l'ancienne, on va dire comme tu disais Jules à l'instant, je fais des screenshots de mon produit et ça me fait un résultat qui est suffisant pour en tout cas aligner, comme je vous le montrais tout à l'heure, et se projeter, sans faire du pixel perfect à ce stade, qui est pas mon objectif à ce moment-là, en tout cas dans la phase de discovery. Et voilà, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on avance aussi côté design pour justement que nos protos soient les plus utilisables ensuite possible pour qu'on puisse gagner du temps dans la partie plus delivery. Ouais, trop bien. Bon, si ce sujet-là t'intéresse, Henri, je sais que tu es déjà venu faire Noé, mais du coup, tu peux aussi regarder, on pourra discuter de la formation Claude Code, mais qui traite notamment de ces sujets-là, quoi. Et peut-être, je pense que c'est une question intéressante de Roman, on en a un peu évoqué, mais est-ce que, donc, je disais tout à l'heure dans l'introduction que les PM doivent avoir une meilleure connaissance technique de ce que ça va être l'architecture technique, anticiper ça dans les specs pour pré-mâcher le travail aux développeurs et aussi mieux anticiper ce que va être le MVP, la V1, V2, etc. Voilà, à quel point toi, tu vas loin dans tes fonctionnalités marines. Est-ce que tu prends ces dimensions-là en compte ou c'est pas encore intégré? Ou Non, ça va. là-dessus, je me repose encore, sur mon lead dev. Je pense que c'est lui vraiment l'expert technique. En revanche, sur la partie builder, on fait de plus en plus, de fonctionnalités, avec des outils, low code, no code. Enfin, on utilise pas mal n8n et là-dessus, pour le coup, je deviens de plus en plus technique. Enfin, on utilise des solutions comme un shared broker. Je ne savais pas il y a quelques mois ce que c'était. Maintenant, je sais l'utiliser. Donc c'est plus là-dessus qu'on attend les PM, pour qu'on puisse monter en compétences et moins sur la partie, ouais, technique classique, sur laquelle, je peux encore, sans souci me reposer sur mon lead dev, pour l'expertise. Ok. Peut-être dernière question, si vous avez peut-être, on a encore une minute, mais peut-être la dernière question, une question qu'on entendait, enfin, mot qu'on entend beaucoup, qu'on entendait beaucoup avant, et peut-être que l'IA, les modèles sont de plus en plus forts, donc c'est peut-être quelque chose qui arrive moins, mais est-ce que, voilà, il y a des enjeux d'hallucination d'IA, et du coup, comment est-ce que tu gères ça en tant que PM? Ouais.
Ouais, bien sûr. Hyper important déjà quand on disait tout à l'heure, pour creuser les problèmes, l'IA, c'est super pratique. Moi, j'ai déjà eu des cas où elle m'a dit: «Oui, oui, il y a eu un call avec ce client tel jour à telle heure». Je clique et en fait, le call n'existe pas. Donc, évidemment, toujours vérifier, ce que dit l'IA, ça peut faire gagner du temps, mais il y a vraiment un travail de repasser derrière, pour s'assurer que ce qui est dit est correct. Et après, au niveau de la température et des hallucinations, je pense par exemple à des cas où on fait des fonctionnalités avec de l'IA. Là, on peut jouer sur la température, on peut essayer de mettre en place des garde-fous, mais bien sûr que c'est quelque chose à prendre en compte, pour éviter sinon des problèmes dans les fonctionnalités qu'on va ensuite shipper. Excellent. Et bah, écoutez, on est arrivé à nos 45 minutes de webinaire. Donc, comme promis, on s'arrête là. Merci beaucoup d'être présent, d'être resté avec nous. Merci beaucoup, Marine, pour toutes tes explications. Hyper intéressant. Merci d'avoir été là avec nous. Si vous voulez avoir accès au webinaire en replay, le lien sera certainement envoyé par mail et puis on le mettra aussi sur notre site. En tout cas, merci. Passez une bonne journée et puis à très vite. Salut à tous. Merci à tous.